Ah là là, il faut... En Bulgarie, comme dans la plupart des pays de l'ex-bloc soviétique, la pauvreté et la débrouille côtoient la richesse la plus ostentatoire. L'argent, c'est surtout du côté du crime organisé qu'on le trouve. L'argent facile, amassé par les réseaux mafieux, où se retrouvent anciens de la nomenclatura et des services secrets. Aucun domaine ne leur échappe. Drogue, prostitution, trafic d'armes, blanchiment d'argent. C'est incroyable le nombre de casinos et d'agents de change que l'on peut trouver dans les rues de Sofia, pourtant peu fréquentées par les touristes. Un journaliste bulgare a suivi depuis le début le développement tentaculaire de la mafia dans son pays. La mafia bulgare présente les caractéristiques classiques de tous les groupes de criminalité organisée, nationaux et transnationaux. Au début, ils s'occupent de rackets, de vol de voitures, du contrôle de la prostitution, de vol à main armée. Mais pour le moment, notre mafia se concentre plutôt sur la contrebande et le trafic des êtres humains, essentiellement des femmes, en direction de l'Europe occidentale. Une autre source importante de profit, c'est le trafic de drogue, ou encore la fraude fiscale, la fuite des capitaux. C'est commun aux mafias du monde entier. Et la mafia bulgare n'est pas différente de toutes celles que l'on retrouve dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Face à cette criminalité multiforme et très bien structurée, une police, elle aussi, très spécialisée, le département de la lutte contre le crime organisé. Un imposant immeuble, des centaines d'agents, mais un discours face aux journalistes occidentaux qui se veut plutôt lénifiant. Le trafic est une notion assez vaste. Il y a le trafic des êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue. Mais je n'ai pas l'impression que la Bulgarie soit le plus grand trafiquant. Il y en a de plus importants. Et puis, je ne travaille pas sur des impressions, mais sur des faits et des documents. C'est vrai que l'on connaît des problèmes dans une série de secteurs, mais je crois que l'important, c'est d'établir la meilleure coopération avec toutes les polices européennes pour pouvoir lutter contre le crime organisé. Ça, c'est vraiment ce qui relève de ma compétence. Bon, je vous remercie, mais maintenant je dois m'en aller. C'est dans ce contexte de crime organisé que va se développer le trafic de visas Schengen. C'est la clé de toutes les magouilles indispensables pour entrer en Occident. Les précieux visas belges, grecs, italiens, allemands ou français se négocient très cher dans les rues de Sofia. Ils ont permis bien des trafics, et notamment celui des êtres humains. Il y a un peu plus de 2 ans, les autorités judiciaires de Strasbourg s'inquiètent de l'afflux soudain de prostituées bulgares, dont certaines d'ailleurs se retrouveront par la suite en Belgique. L'enquête découvre un réseau organisé utilisant des visas d'affaires octroyés par l'ambassade de France à Sofia. Le parquet strasbourgeois va agir très rapidement sur base notamment d'informations de la police belge. Le point de départ, ça a été l'interpellation de prostituées bulgares sur les quais de Strasbourg. Et on avait demandé à vérifier dans quelles conditions ces jeunes femmes avaient pu venir sur le territoire français. Et on s'est rendu compte rapidement que ces jeunes femmes étaient titulaires d'un visa délivré par le consulat de France à Sofia, des visas d'affaires. Or, qui dit visa d'affaires dit faire une activité professionnelle ou un stage en France. Or, après vérification, il est apparu que les sociétés qui, soi-disant, avaient invité ces jeunes femmes ne les avaient jamais vues et n'avaient jamais fait d'invitation.
Ont été mis en examen, effectivement, le chef d'entreprise français et son épouse, qui est aussi dirigeant de société. Ont été mis en examen la personne qui délivrait les visas au consulat de France à Sofia et son ami. Ont été mis en examen l'ambassadeur de France à Sofia et le consul de France à Sofia. Et quels sont les chefs d'inculpation? Alors parmi les chefs d'inculpation, il y a effectivement l'aide au séjour de personnes étrangères en situation irrégulière, la délivrance indue et habituelle de documents administratifs, en espèces des visas, plus des affaires de proxénétisme. Et les prostituées, qui sont quand même nombreuses à Strasbourg ou dans d'autres villes de France, sont quand même sont dirigées par des réseaux qui sont des réseaux de criminalité organisée, dont les têtes se trouvent dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en Bulgarie, mais il n'y a pas que la Bulgarie, il y a aussi la Russie, l'Ukraine, la Slovaquie, la Tchéquie, effectivement. Et on a affaire à des réseaux parfaitement organisés et dangereux. La fraude découverte à l'ambassade de France et dans d'autres chancelleries occidentales est classique. Les mafieux obtiennent les précieux visas grâce à des complicités internes qui fournissent de fausses invitations à voyager ou bien oublient, contre rémunération, de vérifier le bien fondé de la demande. L'enquête française sera rapide et efficace, mais rien de semblable du côté belge. Pourtant, l'ambassade de Belgique n'a pas échappé à la règle. Plusieurs centaines de visas y auraient aussi été délivrés irrégulièrement. Montant estimé de la fraude, plus de 500 000 €. C'est en 1996 que cette fraude est dénoncée par une diplomate, Myriam Kuhn, à l'époque numéro 2 à l'ambassade. Les diplomates, c'est bien connu, voyagent beaucoup. Et c'est à Rome que nous avons retrouvé Myriam Kuhn. Elle accepte pour la première fois de s'exprimer publiquement. Au début, on remarque différents petits éléments anormaux. Et par exemple, le fait de voir la constitution d'une caisse noire, c'est-à-dire que les demandeurs de visa, déjà très pauvres dans un pays comme la Bulgarie, devaient donner davantage d'argent que ce qui était légalement requis, c'est pas tout à fait normal lorsqu'on est diplomate. Il est vrai aussi que la fonction d'un diplomate est de se renseigner dans le pays et de recevoir de l'information. Et donc différentes personnes ont aussi attiré mon attention sur des personnages qui étaient proches de l'ambassade, ce qui veut dire que je suis devenue attentive à ce que je faisais, à ce qui se faisait. À ce moment-là, j'ai donc regardé ce qui se passait aussi en matière de visa et assez rapidement constaté que les règles de délivrance n'étaient pas respectées. Il était connu de tout Bulgare qu'il était extrêmement facile d'obtenir un visa Schengen, non seulement à l'ambassade de Belgique, mais dans nombre d'ambassades. Et le rapport du ministre de l'Intérieur en décembre 2000, c'est-à-dire 5 ans après que le parquet ait été informé pour la première fois, confirme cette situation. On a des indications que le trafic avait lieu au moins depuis 1992 et s'est poursuivi jusqu'au moins fin 2000. Et vous avez déposé plainte, donc vous avez initié une action en justice. J'ai d'abord informé Bruxelles, bien sûr, de manière répétée, de manière de plus en plus précise. Je leur ai demandé de venir faire une enquête. Ils n'ont jamais répondu. Après un an et demi, effectivement, j'ai informé également le parquet. Et comme le parquet non plus n'ouvrait pas une enquête, ce qu'il aurait dû faire, puisqu'il avait connaissance de délits, j'ai dû déposer plainte à la constitution partie civile. Et alors, à partir du moment où vous avez déposé plainte, ça s'est bien passé, l'enquête s'est bien déroulée dans des délais corrects? À partir du moment où j'ai déposé plainte, la plainte n'a pas été instruite. Elle est passée entre les mains de 3 ou 4 substituts avant de ne pas arriver chez un juge d'instruction. 2 années passent donc sans que rien ne bouge. Le Centre pour l'égalité des chances décide alors de se joindre à la plainte. La fraude au visa paraît en effet alimenter directement le trafic des êtres humains, mais aussi d'autres activités mafieuses. Venons de là-bas. Commençons par cela. Blanchiment, prostitution, pornographie enfantine, drogue. Venons, et j'en oublie, et cigarettes. Parlant de la Belgique jusqu'à là, viande, aucun doute. Aucun doute. C'est plein. Selon nos informations, plusieurs sociétés flamandes d'import-export de viande auraient ainsi utilisé la filière des visas pour faciliter un commerce illégal de viande de basse qualité avec la Bulgarie. Dans le même temps, ces entreprises
frauduleusement des subsides européens à l'exportation. Un trou noir, hein. Comme mon smartphone qui me sert de boîte noire. Aurait perçu frauduleusement des subsides européens à l'exportation avant de disparaître dans la nature ou de faire faillite. Des opérations bénéficiaires à 100% pour ces sociétés dont les camions revenaient de Bulgarie chargés de cigarettes de contrebande. Combien est-ce que tu demandes? 50 euros. Pourquoi? Pour complet? Pour le complet? Okay. La prostitution a largement bénéficié de ce trafic de visas. On l'a vu à Strasbourg, mais à Bruxelles aussi, de même qu'à Anvers, des prostituées de l'Est ont réussi à entrer dans l'espace Schengen de cette manière. Alors, autre chose, parce qu'il y a encore une dimension qui dépasse Belgique, Bulgarie, mais où les deux pays sont intégrés dans un réseau plus grand de trafic, armes, très clairement, et diamants. Au moins un des visas suspects de l'ambassade belge en Bulgarie aurait alimenté le trafic d'armes, celui attribué au patron d'Air Sofia, une société de fret aérien utilisant l'aéroport d'Ostende. Air Sofia, officiellement, assurait le transport de pièces d'automobile. En réalité, la société figure dans un rapport d'une organisation internationale comme important trafiquant d'armes. On retrouve sa trace en ex-Yougoslavie, en Équateur, en Nouvelle-Guinée et en Afrique centrale. Mais assez curieusement, les activités d'Air Sofia ne semblent pas trop préoccuper les autorités bulgares. Non. Je n'ai jamais entendu parler de cette compagnie. Je suis même surpris de ce que vous dites. Air Sofia? Non. Ние нямаме доказателства, че Air Sofia е замесена, но има много информация. On n'a pas vraiment de preuves qu'Air Sofia soit impliqué dans un trafic d'armes. Mais c'est vrai que certaines informations circulent. Cette compagnie n'a en tout cas jamais été prise en flagrant délit sur notre territoire. On sait évidemment que c'est une compagnie qui effectue du transport aérien. Mais il n'existe aucune preuve de quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, des publications, surtout étrangères, ont fait état de trafic d'Air Sofia avec des pays sous embargo du Conseil de sécurité. Il est dangereux d'avancer des accusations sans preuve, mais c'est vrai que des journalistes bulgares ont effectivement posé des questions sur des trafics d'armes et aussi de cigarettes. Malgré tous ces indices, malgré bien des évidences, l'enquête en Belgique n'avance pas. Le parquet, tout comme les affaires étrangères, reconnaissent la réalité du trafic, mais ne paraissent pas vouloir chercher plus loin. Ce que je peux vous dire à l'instant, tout d'abord, c'est qu'il y a une enquête judiciaire en cours, donc nous ne pouvons pas donner des commentaires détaillés sur cette affaire. Mais sur base des inspections internes qu'a effectué le département des affaires étrangères, il y a forte chance qu'on abusait de la possibilité de délivrer des visas d'office sur base d'invitations collectives issues d'entreprises belges. Oui. Donc votre diplomate, Madame Kuhn, avait raison. Mais, encore une fois, moi je ne peux pas entrer en détail, mais que l'enquête, l'inspection interne a mené à cette conclusion. Aucune vérification sérieuse n'a été faite. Au contraire, des rapports ont porté en dérision ces affirmations. Et l'avenir lui a donné raison. Vous le savez, une conférence de presse en novembre ou en décembre 2000, au cours de laquelle le parquet de Bruxelles reconnaît un trafic de visas illégaux qui est chiffré à 500 minimum. Alors ça, c'est une première attitude du ministère des Affaires étrangères. Quand l'actuel ministre des Affaires étrangères entre en fonction, Mme Kuhn va lui adresser un nombre de lettres innombrables, je ne les ai pas comptées, mais elles sont très nombreuses, aucune réponse. Les révélations de Myriam Kuhn jettent un malaise aux affaires étrangères. Et pourtant, 3 inspections successives à l'ambassade de Sofia minimisent le problème. Seule mesure prise, le licenciement d'une secrétaire subalterne, et pas question de chercher plus loin.
L'exécutante qui jouait un rôle clé dans la délivrance des visas d'office et qui vraiment était dans un poste de responsabilité dans ce domaine. Et voilà, c'est ce qui nous a amené à la licencier. Et encore une fois, pour des mesures disciplinaires ou d'autres mesures éventuelles à l'encontre d'autres personnes qui travaillaient à l'époque à l'ambassade Belgique, il faudra attendre la conclusion de l'enquête judiciaire. Oui, mais il existe des documents d'octroi de visa qui sont signés par l'ambassadeur, M. Rouvroy, donc sa responsabilité est engagée. Oui, mais encore une fois, c'est l'enquête judiciaire qui doit le prouver et qui doit apporter les éléments. Ok, mais a-t-il fallu attendre l'enquête judiciaire pour licencier un membre de votre personnel, alors qu'ici vous dites ne faisons rien contre l'ambassadeur, attendons les résultats de l'enquête? Je crois qu'il y a la présomption d'innocence. Pour la secrétaire aussi, il y a eu présomption d'innocence? Je crois que le dossier se présentait autrement pour la secrétaire. Donc, encore une fois, il y a l'enquête judiciaire qui est en cours. L'élément présomption d'innocence est important. C'est quand même un état de droit. Ici, nous devons respecter ce principe. Nous demandons à la justice de faire diligence, mais attendons les résultats de l'enquête. Officiellement donc, rien de grave ne se serait passé à Sofia. Pas de trafic organisé, pas de complicité mafieuse, tout au plus une indélicatesse de secrétaire. Nous avons pourtant retrouvé un témoin de poids, haut gradé, retraité des services de la sûreté bulgare. Bonjour. Alors, je peux peut-être déjà le remercier d'avoir accepté notre rendez-vous. Et alors, comme convenu, on va lui poser quelques questions sur ce trafic de visa qui aurait eu lieu à l'ambassade belge ici à Sofia. Son témoignage, qu'il souhaite anonyme, donne un tout autre éclairage. J'ai mes propres sources pour vous dire que ce trafic de visa à l'ambassade belge existait bien avant que Mme Kuhn ne le dénonce. Nos autorités étaient parfaitement au courant de ce qui se passait dans plusieurs ambassades occidentales. J'ai essayé de mettre certains diplomates en garde contre le risque de voir l'ambassadeur manipulé de cette façon. Il aurait très bien pu être retourné par certains services. Dès qu'elle a dénoncé les faits, il est évident qu'on a voulu se débarrasser de Mme Kuhn. Vous savez, des liens existent entre mafia, anciens services secrets et des gens encore en place, notamment dans les services médicaux. La justice ne paraît pas plus pressée que l'administration. Les multiples dénonciations de Myriam Kuhn, ses plaintes, ses témoignages, ses courriers, rien ne semble convaincre le parquet de Bruxelles et les 6 juges d'instruction qui se succèdent. Vous savez que si une instruction doit être recommencée à plusieurs reprises, ici 6 fois, elle ne peut pas avancer. C'est impossible, évidemment. Il faut chaque fois que le magistrat instructeur reprenne connaissance du dossier, s'imprègne des procès-verbaux et on perd énormément de temps, bien fatalement. Donc je ne comprends pas l'attitude de la justice bruxelloise dans cette affaire. C'est une démarche volontaire, à votre avis? On tente à quelque part étouffer cette affaire? Écoutez, il y a des dossiers qui accusent des retards anormaux en Belgique, nous le savons. Mais celui-ci a une particularité, c'est que le retard ne résulte pas d'une affaire qui n'est pas élucidée. Nous avons une affaire qui est claire, à mon sens, où des suspects existent et où ils ne sont même pas interrogés. Alors bon, je vous laisse répondre à la question que vous avez posée. De témoin, je suis devenue victime. Mais pour discréditer le témoignage, il est habituel que les réseaux mafieux transforment la perception des faits de manière à placer la victime en position d'accusé. Il est habituel que les réseaux mafieux transforment la perception des faits de manière à placer la victime en position d'accusé. Et vous le ressentez encore aujourd'hui, cette tactique? Mais il était très instructif de lire certaines déclarations de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui disent que le ministère m'a donné tous les moyens pour assurer ma défense. Que je sache, une victime ne doit pas se défendre. Une victime doit être protégée. C'est l'accusé qui doit se défendre. Enfin, c'est elle qui dénonce des faits délictueux, supposés, et c'est elle qui est rappelée à Bruxelles, et l'ambassadeur, lui, il reste en place. On appelle ça l'inversion accusatoire. Quand la victime elle devient coupable. Oui, mais moi je... Ferdinando Imposimato est un des derniers juges antimafia encore en vie. Il ne se déplace jamais sans une escorte armée. Il est aujourd'hui le conseil de Mme Kuhn. Pour lui, l'affaire des visas de Sofia ne doit pas être prise à la légère. Il ne s'agit pas d'un banal dérapage d'une secrétaire isolée, mais bien d'une activité mafieuse. Un fonctionnaire bulgare a fait lors d'un colloque à Bruxelles une intervention dans laquelle il a dit
Notre mafia bulgare est en contact avec des fonctionnaires des ambassades qui se trouvent en Belgique. Cette déclaration est très grave. Elle confirme ce que nous suspections, à savoir que la mafia bulgare a un très grand pouvoir et est active dans le trafic des êtres humains. On peut donc considérer que la Bulgarie est un pays de transit pour les personnes qui viennent de l'Est vers la communauté européenne. Des preuves existent donc bien. Et face à la dénonciation de Mme Kuhn, il y a en plus l'inertie de la magistrature belge. Et ceci est d'une gravité inouïe. La Cour européenne devrait réagir à cette inertie, parce que ces trafics concernent aussi le terrorisme, la criminalité organisée, Al-Qaïda, les tragiques attentats, etc. Les trafics de visas ont l'air d'une toute petite chose, mais quand on y regarde bien, ce n'est pas seulement un trafic de visas, c'est aussi un instrument pour d'autres délits. Les lenteurs judiciaires et administratives entretiennent le doute et permettent toutes les hypothèses. Pour y voir plus clair, la sous-commission sénatoriale sur la traite des êtres humains vient enfin de décider d'entendre les principaux témoins et plaignants, plus de 5 ans après les faits. Je n'ai jamais voulu non plus dépasser le rôle d'un sénateur ou d'une sénatrice, si vous voulez. Je trouve qu'à un moment donné, nous remettons des recommandations au gouvernement et c'est normalement à lui de bouger. Maintenant, on constate que sur cette affaire de traite des êtres humains, de grandes déclarations, le roi lui-même l'a cité plusieurs fois dans les discours, mais la pratique n'est pas là. Alors nous allons maintenant avoir une technique parlementaire plus incisive sur la fraude des visas. Nous avons l'impression qu'il ne faut pas chercher midi à 14h dans la traite des êtres humains, en tout cas dans ce secteur-là, c'est clair. Ils ont dû avoir des complicités pendant des années et il est temps maintenant qu'on appelle un chat et qu'on aille voir qui a donné finalement tous ces visas qui ont permis et qui permettent encore le développement de la prostitution ici. Alors ce qui s'est passé à l'ambassade belge de Sofia est exemplaire à vos yeux? Oui, parce que, je vais dire, comme c'est un milieu diplomatique un peu feutré, si vous voulez, on essaye d'abord d'étouffer les choses à l'intérieur du ministère. Hein, c'est une règle générale et qui d'habitude d'ailleurs est rentable pour tout le monde. Mais ici, dans ce cas-ci, ça couvre quelque chose de bien plus important. C'est aussi la connexion de certains diplomates avec les milieux en question et avec le milieu tout court. Et donc là, je pense qu'il faut faire la clarté maintenant. Bien parlé. L'essentiel de ce dossier repose donc sur le témoignage de Myriam Kuhn. Ces accusations, au fil de ces longues années, n'ont jamais changé, même si certains mettent en doute sa crédibilité. Jusqu'ici, je peux vous dire que 90% de ce qu'elle m'a dit et que j'ai pu vérifier s'est révélé vrai. J'ai pas pu tout vérifier, mais 90% de ce qu'elle dit, c'est pas plus, c'est vérifié vrai. On a tenté de déstabiliser Mme Kuhn. C'est ce qu'elle me dit. Vous le croyez? Vous pensez qu'il y a des tentatives de déstabiliser? Vous avez subi des pressions dès le moment où vous avez déposé plainte? Bien avant. J'ai subi des pressions dès le moment où l'ambassadeur a compris que j'avais compris ce qui se passait dans l'ambassade. Quel type de pression? Toutes les tactiques de harcèlement, et y compris des menaces plus ou moins implicites ou explicites. C'est ça qui m'inquiète profondément en démocratie. Je crains que la prochaine fois qu'un fonctionnaire devrait dénoncer des faits de ce type, il hésitera avant de le faire. Et ça, c'est très grave pour notre démocratie. Parce que si le civisme disparaît, parce que finalement l'action de Mme Kuhn n'est autre qu'une action de civisme, si le civisme disparaît et n'est plus praticable, je crois que c'est la fin de l'état de droit. Les accusés. J'ai pris dans la tête à l'État, c'est